Le président Ouattara a promis de doter le Fonds de soutien et de développement de la presse de 800 millions de francs CFA cette année contre 200 millions l'année dernière. Il a annoncé lors de la présentation de vœux des hommes de médias au plateau au palais présidentiel. La 46e édition du Forum économique mondial a débuté aujourd'hui à Davos en Suisse. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous. Près de 3000 personnalités sont attendues à ce forum. Les réflexions vont porter sur la révolution industrielle. La Côte d'Ivoire a battu aujourd'hui le Maroc 1-0 pour son second match de la 4e édition du championnat d'Afrique des Nations. Vous saurez tout sur cette rencontre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Les hommes des médias étaient aujourd'hui au palais présidentiel. La présentation de vœux oblige. Ils ont non seulement présenté leurs vœux au président Ouattara, mais ils n'ont pas oublié d'égrainer les difficultés auxquelles ils font face. Le chef de l'État a promis apporter une aide financière au Fonds de soutien et de développement de la presse de Côte d'Ivoire de 800 millions de francs CFA cette année contre 200 millions l'année dernière. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et le groupement des éditeurs de presse étaient présents à cette cérémonie. Le président Ouattara se dit optimiste quant à l'avenir des journalistes. Alassane Ouattara qui a parlé aussi de l'émergence d'une presse responsable. Écoutons le chef de l'État. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer l'ensemble de la presse nationale et la presse internationale accréditée en Côte d'Ivoire pour votre importante contribution à la réussite du scrutin présidentiel du 25 octobre 2015, comme vous l'avez si bien souligné, qui s'est déroulé dans la sérénité et dans un climat de paix. Chers amis des médias, comme vous le savez, mon objectif est de favoriser l'émergence d'une presse plus professionnelle et plus responsable. C'est pourquoi, dans notre volonté de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes et des autres acteurs des médias, le gouvernement a posé des actes importants en votre faveur. À titre d'illustration, l'État, par le biais du Fonds de soutien et de développement de la presse, a octroyé en 2014 et 2015 une subvention d'impression de 9 mois d'un montant cumulé de plus d'1 milliard de francs CFA aux entreprises de presse. Cette politique d'aide à la presse privée ivoirienne a valu à notre pays de recevoir, d'ailleurs en 2015, par le canal du FSDP, le prix Maria Kiwanuka, qui récompense la meilleure institution africaine de soutien aux médias. Grâce à ce concours financier, la Convention collective des journalistes et professionnels de la communication devrait être appliquée intégralement et permettre ainsi aux patrons de presse d'assurer des salaires décents à leurs employés. Ces aides de l'État sont un appui concret à la liberté de la presse. Il revient aux entrepreneurs de presse de fournir plus d'efforts pour rendre leur gestion plus efficace. Cela passe également par une amélioration de l'offre éditoriale. Le Parlement s'insurge contre le mandat d'arrêt international délivré par le Burkina Faso à l'encontre du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Le bureau de l'Assemblée nationale exige donc le retrait de ce mandat qui bafoue, selon lui, l'immunité parlementaire de Guillaume Soro. Michel Digré revient de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'insurge contre le mandat d'arrêt international lancé par la justice burkinabé à l'encontre du président du Parlement ivoirien Guillaume Soro. Si la présidence de la République de Côte d'Ivoire a dénoncé ce lundi le mépris des us et coutumes en la matière, les députés, eux, exigent le retrait de ce mandat d'arrêt. Le bureau de l'Assemblée nationale s'indigne et condamne avec la dernière énergie cette attitude qui bafoue l'immunité parlementaire du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et qui pourrait sacrifier sur l'autel des politiques les intérêts des deux peuples qui ont une longue tradition d'amitié et de fraternité. S'insurge contre ce mandat d'arrêt qui est juridiquement inopérant,
félicite le président de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement pour leur prompte et énergique réaction dans cette affaire. Exige le retrait pur et simple de ce mandat, propose l'envoi d'une mission d'information parlementaire auprès des autorités du Burkina Faso, appelle les populations ivoiriennes à l'apaisement et à la sauvegarde de bonnes relations de cohabitation avec leurs frères burkinabés installés en Côte d'Ivoire. Comme l'a souhaité le président de la République Alassane Ouattara, les parlementaires sont favorables au règlement par voie diplomatique de cette affaire. La commune de Davos, dans l'est de la Suisse, s'est transformée aujourd'hui, et cela pendant quelques jours encore, en centre économique scruté par le monde entier. Le Forum économique mondial se tient là-bas. De nombreux chefs d'État ou de gouvernement et des dirigeants de grands groupes, dont Daniel Kablan-Duncan, le chef du gouvernement, le Premier ministre français Manuel Valls, le Premier ministre grec Alexis Tsipras, son homologue britannique David Cameron ou encore la directrice du FMI, Christine Lagarde, sont attendus à ce forum. Les réflexions vont porter sur la révolution industrielle. Premier jour des travaux d'un forum de Davos placé sous haute sécurité. Le palais des congrès de cette montagne grisonne en Suisse accueille depuis samedi dernier 3000 des plus importants décideurs de la planète. Chefs d'État, de gouvernement, ministres ou chefs d'entreprise. Thème officiellement retenu pour ce 42e remue-ménage mondial, la 4e révolution industrielle qui pourrait transformer l'économie mondiale. Mais ce qui retient l'attention dans le Davos privé, en proie au pessimisme, c'est surtout cette économie chinoise préoccupante, la crise migratoire, un contexte géopolitique miné par le terrorisme, les cours du pétrole et des matières premières au niveau les plus bas, bref, une économie mondiale au bord de la récession. Pékin a publié mardi son chiffre de croissance 2015, au plus bas depuis 25 ans, 6,9%. Un ralentissement chinois et une méforme des pays émergents qui pèsent sur le PIB de l'économie mondiale. C'est toute l'économie du globe qui menace de dérailler, prévient le Fonds monétaire international. Une autre mise en garde émerge des discussions, le risque d'une guerre froide cybernétique. Ça pourrait être la contrepartie d'une interconnexion numérique croissant à vitesse exponentielle au bénéfice notamment d'organisations terroristes. Toute une série de sujets d'inquiétude composent la toile de fond des débats qui s'étaleront sur 5 jours. Et Davos oblige, comme chaque année depuis 1974, les patrons du monde tenteront d'améliorer l'état de la planète, alors que le fossé entre riches et pauvres est à son niveau record. Des douaniers de l'Afrique centrale et occidentale à l'école ivoirienne en matière d'exploitation de l'outil informatique comme catalyseur de performance. Objectif, définir les stratégies communes en matière d'échange électronique de données dans la facilitation des procédures et la sécurisation des recettes douanières. Le reportage de Noël Nyagnou. Le contexte économique et commercial international est marqué par la libéralisation et l'augmentation du volume des échanges. Toute chose qui impose aux administrations des douanes un rôle de facilitateur de la chaîne logistique internationale. Dans ce contexte, l'outil informatique est d'une importance stratégique. La mise en œuvre de la simplification des procédures, la dématérialisation des procédures douanières, le paiement électronique, l'analyse et la gestion des risques, ainsi que l'implémentation des systèmes d'interconnexion entre nos administrations douanières nécessitent un fort développement informatique. Pour ce développement de l'informatique, ces représentants des administrations douanières qui ont en partage la région Afrique occidentale et centrale de l'OMD, Organisation mondiale des douanes, ont 72 heures pour évaluer les avancées réalisées dans les différentes régions depuis la réunion de juillet 2012 à Abidjan et définir les stratégies communes en matière d'échange électronique de données dans la facilitation des procédures et la sécurisation des recettes douanières. Or, les besoins des États sont très importants en matière de financement de ces investissements socio-économiques, d'où l'appel du directeur général des douanes ivoiriennes. Certes, l'informatisation des procédures douanières constitue encore dans nombre de nos pays un maillon faible du management public. Mais c'est par notre volonté d'aller de l'avant dans cette direction que nous parviendrons à faire bouger les lignes.
De 2011 à 2015, les recettes douanières de la Côte d'Ivoire ont connu une croissance continue de l'ordre de 83,4%, avec un niveau de mobilisation de 1 526 milliards de francs CFA pour 2015. La Grande Chancellerie présente son programme d'activité de l'année 2016. C'était au cours de la présentation de vœux du personnel à Henriette Dagri-Diabaté. Bilan et perspective de l'année de la Grande Chancellerie avec Sidonie Davila. Pour cette année 2016, ils sont tous prêts à consentir davantage d'efforts pour rehausser l'image de la Grande Chancellerie. Les membres de l'équipe de cette institution l'ont unanimement affirmé à leur premier responsable, Henriette Dagri-Diabaté, à la cérémonie de présentation du programme d'activité 2016. Nous avons travaillé à contribuer à l'évolution de la Grande Chancellerie dans le bon sens. Nous vous rassurons de notre volonté à travailler avec beaucoup plus de responsabilités afin d'aller de l'avant. Après 5 ans passés à la Grande Chancellerie, les agents affichent leur motivation à aider l'institution à maintenir son rayonnement. Ce n'est plus un guichet à médailles, mais c'est véritablement une institution d'excellence et de mérite. Nous mettons à la disposition totale, avec loyauté, avec ardeur, à la disposition de Madame la Grande Chancelière pour continuer à l'aider à promouvoir très haut l'institution. La Grande Chancelière a dit sa fierté d'avoir relevé les défis de 2015 avec son équipe. Elle a exhorté tous les membres à s'unir pour la réussite des missions à venir. Cette année sera dédiée aux femmes et aux jeunes. À leur intention, nous allons organiser des programmes dès le mois prochain. Je souhaite de même que 2016 nous permette d'être plus présents à l'intérieur du pays. Parmi les challenges de 2016, l'organisation de la réunion des secrétaires généraux de la Grande Chancellerie. Le personnel du ministère des Affaires étrangères a soumis au nouveau ministre Albert Mabry-Touakeus des préoccupations liées au mouvement diplomatique et à la valorisation des avantages financiers. C'était au plateau lors d'une rencontre qui entend donner plus de rayonnement à la diplomatie ivoirienne. Lanciné Bakayoko, Hugues Viblé. Pour ses premiers échanges officiels avec le ministre des Affaires étrangères, Albert Mabry-Touakeus, le porte-parole de 870 agents que compte le département, n'a pas donné dans la diplomatie pour exposer ses doléances. Le principe sacro-saint qui régit la carrière diplomatique, c'est le mouvement diplomatique. Pour des raisons particulières, dû aux élections présidentielles, le mouvement avait été suspendu. À cela s'ajoute le fait de situations un peu particulières qui concernent certains diplomates qui ont été promus à des responsabilités et qui attendent. Nous avons ici en activité du personnel interministériel qui avait des préoccupations en ce qui concerne des primes que le ministère pourrait envisager de leur verser. Malgré la diversité des préoccupations, les travailleurs gardent un certain optimisme adossé aux réformes entreprises par le gouvernement qui ont permis d'améliorer le fonctionnement des ambassades déjà existantes et d'ouvrir de nouvelles représentations et consulats, notamment en Turquie, en Guinée équatoriale, au Portugal, à New York et à Gamzou. En tout cas, le chef de la diplomatie ivoirienne n'est pas insensible au message de ses collaborateurs. Nous allons faire en sorte que les conditions soient remplies pour permettre un meilleur rendement. Nous avons pris bonne note des attentes du personnel. Nous allons y travailler, faire des propositions au gouvernement et au chef de l'État pour trouver des solutions idoines. Le cap fixé par le président Alassane Ouattara est de permettre à la Côte d'Ivoire, par une nouvelle et active diplomatie économique, de devenir l'une des premières puissances commerciales hors pétrole du continent et une terre attractive pour les investissements directs étrangers. Les filles lisent mieux que les garçons. Selon une étude sur le niveau de la lecture en classe du CP1, plus de 100 écoles ont passé le test. Selon cette même étude initiée par la direction de la veille et de suivi des programmes, 88% des élèves du CP1 ne savent pas lire. Patricia Omouetia nous explique tout cela. Initiée par la direction de la veille et de suivi des programmes, les résultats de l'étude menée sur le niveau de maîtrise de la lecture au CP1 sont sans appel. Plus de 88% des élèves ne savent pas lire. Un des critères qui montre qu'un enfant sait lire, c'est la vitesse.
Et les standards disent qu'il faut lire 40 lettres ou 40 mots en 1 minute. Eh bien, nous avons soumis ce test de vitesse et ça montrait qu'en moyenne, nos enfants n'arrivaient pas à lire plus de 3 mots. Sur une centaine d'écoles testées, 55% des filles qui sont passées par la maternelle lisent mieux que les garçons. Nous tenons à aller dans les régions pour rencontrer les enseignants de terrain, pour avoir des ateliers de réflexion sur justement le pré-apprentissage, voir ce qu'il faut mettre en place, quelle stratégie mettre en place pour justement réussir à faire de nos enfants des lecteurs, parce que c'est vraiment la compétence de base. Financé par la Banque mondiale et coordonné par le programme d'urgence d'appui à l'éducation de base, cette étude a pour objectif d'évaluer l'apprentissage de la lecture au CP1. Le but est de faire des recommandations à l'endroit des autorités éducatives. Une restitution qui a vu la participation de tous les acteurs de l'éducation nationale, une aubaine également pour les parents d'élèves qui doivent s'approprier les résultats de cette étude. Les choses vont changer dans les services sanitaires cette année. En tout cas, toutes les réformes entreprises dans ces services vont être finalisées. La ministre Raymonde Goudou Kofi elle-même a assuré que cela doit se faire avec l'implication des directeurs et chefs de services de tous les hôpitaux. L'on a encore en mémoire le décès du mannequin Awa Fadiga, âgé de 23 ans au CHU de Cocody, le 25 mars 2014, et de Nama Yawanoum Nadej, morte en couche à l'hôpital général de Marcory le 8 novembre dernier. La population s'était alors soulevée, accusant le personnel de santé de négligence, une série d'incidents dans le milieu de la santé que le ministre de tutelle veut transformer en vieux souvenirs. Raymonde Goudou Kofi promet du changement en cette nouvelle année 2016. La ministre de la Santé que je suis ne peut que parler, sévir de temps en temps, prendre des mesures de temps en temps. Mais honnêtement, franchement, que puis-je faire si ce n'est vous sensibiliser? Et je veux vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez travailler. Parce que vous avez décidé aujourd'hui, et je le lis dans vos yeux, que les choses vont changer. Des recommandations de la tutelle qu'entend prendre en compte la coalition des syndicats de santé. Il ne se passe pas de jour sans que la presse et les patients ne relaient des plaintes ou des récriminations sur l'attitude et le comportement des agents de santé. Tout ceci, mesdames et messieurs, chers collaborateurs, ternit l'image et la notoriété des professionnels de santé que vous êtes. Nous allons faire en sorte que le message de Madame la ministre, nous nous approprions de cela, que nous prenons notre bâton de pèlerin, aller encore sur le terrain, sensibiliser nos camarades, et de respecter seulement les directives, de ne pas avoir d'autres comportements en dehors de ce qui est prescrit. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique envisage à finaliser les réformes entreprises depuis 2012, renforcer la santé maternelle et infantile, mais surtout sensibiliser davantage le personnel sanitaire pour une meilleure prise en charge des patients. Les compléments alimentaires sont de plus en plus consommés par les Ivoiriens. Ces remèdes miracles boostent selon de nombreuses personnes la santé des populations. Et les entreprises de commercialisation de ces produits se frottent les mains. Cependant, une question revient sur toutes les lèvres. Ces compléments alimentaires ne présentent-ils pas aussi des risques pour la santé? Pour le savoir, suivons ce reportage de Massokoni. Une tasse de café. Mais ce café est particulier. Il est composé de plantes, de nutriments et d'autres substances. Cette boisson a pour effet de compenser les carences nutritionnelles dont l'organisme a besoin pour son bon fonctionnement. Ce café est un complément alimentaire. Les scientifiques nous disent qu'il faut manger par jour 5 fruits et légumes. Mais combien sommes-nous qui respectons, n'est-ce pas, ce conseil? C'est pourquoi les compléments alimentaires viennent, n'est-ce pas, pour régler ce problème. Ces produits sont prisés. Ils se présentent sous diverses formes: poudre, liquide, comprimés. Et malgré leur coût relativement élevé, 4 500 à 200 000 francs CFA, les compléments alimentaires sont consommés par bon nombre de personnes. Pour ces dernières, c'est le remède miracle contre de nombreux maux. J'étais dans un état de santé vraiment lamentable. C'est comme ça que j'ai découvert les compléments alimentaires. Mon problème de goitre, c'est un vieux souvenir. J'avais une fatigue chronique,
Et c'est un peu dans cette ambiance-là que j'ai découvert le complément nutritionnel que je consomme. Et je peux vous garantir que tous les problèmes liés à ma colopathie, je les ai oubliés. Les compléments alimentaires sont vendus sans ordonnance. Mais attention, ce ne sont pas des médicaments, avertissent les spécialistes. Le médicament, il a des visées, on appelle thérapeutiques. C'est-à-dire il va soigner, il va guérir. Le complément alimentaire a des visées nutritionnelles et physiologiques. Tout complément alimentaire qui a une allégation de guérison, de traitement, ce n'est plus un complément alimentaire. La commercialisation des compléments alimentaires, une activité en vogue, évoluant en réseau et qui apparemment nourrit bien son homme. J'ai découvert une activité derrière les compléments nutritionnels que je fais et grâce à laquelle j'ai démissionné de mon travail. Je vis uniquement de ça. Même s'ils sont en vente libre, les compléments alimentaires peuvent avoir des effets indésirables. Pour s'y retrouver et prendre les compléments les mieux appropriés à ses besoins, mieux vaut consulter un spécialiste car la santé en vaut le prix. Le département de Atienguakro dans la région du Bélier fait face à de nombreuses difficultés. Cette localité vient d'être érigée en chef-lieu de préfecture. Et bien que le chef de l'État soit passé là-bas il y a 2 ans et a permis la réalisation de plusieurs infrastructures, beaucoup reste à faire. Eugène Toubé nous fait l'écho des préoccupations des populations du département de Atienguakro. 15 km de route bitumée à partir de Yamoussoukro, 10 minutes de voyage tranquille et nous voilà à la porte d'Atienguakro, entrée nord de la ville. C'est d'ailleurs le seul bitume longtemps rêvé des populations dans cette localité. Ici, on se convainc que cette infrastructure laisse entrevoir de belles perspectives pour Atienguakro. Depuis l'avènement du goudron, nous avançons allègrement vers le développement. Il est vrai, il n'est pas facile de transformer un village en ville en étant en record. Mais petit à petit, on avance. Le développement d'Atienguakro et le progrès de ses populations, c'est l'enjeu de l'érection de cette localité en chef-lieu de département depuis 2012. La visite d'État en 2013 du président de la République Alassane Ouattara dans ce département va ajouter à l'espoir des populations, d'autant que plusieurs villages et chefs-lieux de sous-préfecture bénéficient de nombreux projets d'urgence. Le bitumage de l'axe Mena-Yamoussoukro et la construction des bureaux de la préfecture. 2 ans après, Atienguakro est resté dans l'inertie et conserve son aspect de village. Les manques sont nombreux et les défis immenses. Nous avons besoin d'une gendarmerie. Parce que le vol à Atienguakro, surtout les coupeurs de route, nous fatigue ici. La police pour la ville. Je n'ai pas trouvé de logement ici sur place. Donc j'étais obligé de trouver un logement à Yamoussoukro et aussi obligé de payer une moto pour pouvoir me déplacer un peu plus facilement pour éviter les retards. Mais malgré ça, avec les coups très tôt le matin, c'est obligé. Il arrive souvent avec 5 minutes, 10 minutes de retard. L'absence de logement pour accueillir les fonctionnaires, agents de l'État et travailleurs du privé vient comme un écho à l'absence de plusieurs services administratifs. À Atienguakro, aucun établissement financier, pas une seule essencerie, on n'y trouve aucune grande surface pour faire des emplettes. Beaucoup encore reste à faire en termes d'offres de commodités et d'opportunités. Et les jeunes ainsi que les femmes qui tirent l'essentiel de leurs revenus de l'activité agricole, notamment la culture et la transformation du manioc, subissent le contre-coup de cette situation de léthargie dans laquelle Atienguakro reste plongé. On n'a pas eu quelqu'un pour nous suivre. Au départ, les gens de la NADER sont venus nous voir. On a fait des réunions ici. Mais à la dernière minute, ils ne sont plus venus. Le souhait des jeunes d'Atienguakro, c'est que vraiment l'État, par ces structures-là, vienne vraiment en aide aux jeunes d'Atienguakro. Rester ici, ne rien faire, on est tenté d'aller voir ailleurs. Aujourd'hui, les jeunes et les femmes d'Atienguakro, autant que les populations, forment un seul vœu. Direction d'Atienguakro en commune. Avec Béléban, ce sont les 2 chefs-lieux de département qui n'ont à ce jour pas de mairie et dont l'avènement est fortement attendu. Des leaders communautaires et les autorités de la région du Gontougo ont été formés à la cohésion sociale. C'est la Convention de la société civile qui a initié cette formation avec l'appui financier de l'Union européenne. Norbert Seyi, Thérèse Tapé-Yobouy. La priorité et les besoins de développement, la protection civile, tels sont les thèmes de cette formation à Bondoukou.
Elle s'inscrit dans le cadre du projet dénommé « Promouvoir la participation inclusive de la société civile au processus de la réconciliation nationale et de cohésion sociale ». Un processus mis en œuvre dans les localités de Bondoukou, Bouaké, Korogo et Diokwe. La formation vise à outiller les leaders communautaires et les autorités locales, examiner les obstacles à la réconciliation, au développement durable et à faire des recommandations concrètes et réalistes. Et ces recommandations vont être consignées dans un document au niveau d'Abidjan par la Convention de la société civile ivoirienne pour conduire un plaidoyer auprès des autorités au niveau national à Abidjan. Après 2 jours d'échange, les leaders communautaires et les autorités de la région ont recommandé la mise en place, entre autres, de tests juridiques de protection des populations vulnérables, la formalisation des comités de veille dans les quartiers et villages pour le développement de la région. Si ces recommandations sont appliquées, elles ne vont pas éradiquer tous les problèmes que nous connaissons dans la région, mais elles pourront apporter une amélioration dans notre situation. Le secrétaire général 2 de la préfecture de Bondoukou, Étienne Kamenakré, a félicité la Convention de la société civile ivoirienne et ses partenaires pour cette initiative qui va permettre une cohésion et un développement durable dans la région du Gontougo. Selon le ministre nigérian de la Santé, le pays fait face depuis 6 semaines maintenant à une épidémie signalée dans 10 États dont les plus touchés sont localisés dans les régions du Nord et du Sud. Il s'agit de la fièvre Lassa qui a déjà causé la mort de plusieurs dizaines de personnes. L'enjeu est national pour le Nigeria. 40 morts en 6 semaines. La fièvre hémorragique de Lassa inquiète le pays. Connu des services sanitaires, jamais l'épidémie n'a autant tué en peu de temps. D'habitude, le nombre de morts sur une année est en dessous de 10%, mais cette année, rien que jusqu'à aujourd'hui, nous parlons d'environ 35%. Encore plus inquiétante, sa vitesse de propagation dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Preuve de la défaillance du système sanitaire, avoue le ministre nigérian de la Santé. À ce jour, depuis août, 17 États sont touchés à travers le pays. Cela a touché 62 municipalités dans le pays. Nous avons pu identifier 212 cas suspects depuis le mois d'août, pas seulement cette année. Un système de surveillance intégré sera mis en place pour nous aider à gérer cette situation. Nous demandons également aux équipes médicales de collaborer. Pour faciliter cette collaboration, le ministre nigérien de la Santé promet d'activer au moins 109 établissements de soins de santé primaires dans les 3 prochains mois. La fièvre hémorragique du Lassa se transmet par excrétion de rongeurs. Asymptomatique dans 80% des cas, on la reconnaît dans les autres cas à travers des symptômes pseudo-grippaux, de la fièvre, des douleurs articulaires pouvant s'aggraver avec des signes hémorragiques. Sachez que la sélection nationale de football de Côte d'Ivoire a battu aujourd'hui même le Maroc pour son second match de la 4e édition du championnat d'Afrique des Nations. L'unique but de la Côte d'Ivoire a été inscrit sur pénalty à la 45e minute. La Côte d'Ivoire se relance dans la course à la qualification pour les quarts de finale du CHAN 2016. Les éléphants ont battu les Lions de l'Atlas du Maroc sur le score d'1-0. Dans le temps additionnel de la première période, le très remuant ailier de poche, Herman Djobo Acho, est projeté en pleine surface de réparation. L'arbitre éthiopien Weyesa Tessema indique sans hésitation le point de pénalty. Yannick Kraire Zakri ne tremble pas. Il prend le gardien marocain à contre-pied. 1-0. Première victoire pour les hommes de Michel Dussuyer. Serge Yao Nguessan, le capitaine des éléphants, est désigné homme du match pour sa première rencontre dans ce CHAN. Pour sa part, le pays organisateur, le Rwanda, conforte sa place de leader dans le groupe A après sa 2e victoire, 2-1 contre le Gabon. La Côte d'Ivoire jouera sa qualification pour les quarts de finale contre le Gabon le dimanche 24 janvier 2016.
Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis à Dakar et partout dans le monde. Portez-vous bien.